Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, nous venons comme une pleine lune pour couvrir votre soirée en termes de sport avec des sujets qui sont tellement intéressants. La victoire de Martin Bacolé sur Jared Anderson, une victoire qui a fait jasser, oui, parce que Martin Bacolé est invaincu depuis plusieurs années comme ça. Il ne cesse de grimper au classement de meilleur boxeur sur le plan mondial. On va en parler ce soir avec nos deux invités. Nous allons également parler de l'AS Vita Club avec cette nouvelle vague, les nouvelles recrues et aussi ces comités qui vont faire la différence à travers sa façon de faire, sa façon de communiquer, sa façon de recruter. Il reste à savoir si par sa façon de jouer aussi, elle va faire la différence. Oui, l'AS Vita Club. On va en parler ce soir avec nos deux invités. Grâce Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah. La semaine passée, nous étions ici avec un bon ami à vous, monsieur Marc Cyril, le manager, qui nous a beaucoup affermi en ce qui concerne le management. Vous étiez empêché par la maladie. Tout à fait. Et nous espérons que tout va bien. Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. On est là, on reprend les mêmes habitudes, les bonnes habitudes qu'on a d'être là chaque samedi à partir de 20h50. Je pense que pour aujourd'hui, ceux qui nous suivent vont encore adorer comme d'habitude. Comme d'habitude, je pense bien que vous avez porté des gants parce que vous pourrez donner des coups de Bacolé ce soir. Sur ces plateaux. Genovic Lumbenadio. Genovic, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Innov. Bon, pas que ça, je crois que c'était au mois de juin. Ouais. Je suis un habitué d'ailleurs. Je crois qu'on revient ici avec la même énergie, la même force et le même enthousiasme. Je crois que ce sera vraiment une très belle émission. Ça s'annonce bien, déjà en pleine gaieté. On va entrer. Avec le gant également. Les gants, bien sûr, parce qu'on va parler boxe. Et avec boxe, ça nécessite un peu de l'enchaînement et tout. Et c'est intéressant. On va commencer notre émission avec ces coups de cloche. Martin Bacolé, c'est l'histoire d'une force tranquille, celle d'un colosse né dans les terres rouges de Kananga, qui a su transformer chaque coup reçu en une leçon, à chaque victoire en une ascension vers le sommet. Le point, forgé par la détermination, résonne comme un écho du Congo lointain, là où il a puisé sa force et son courage. Depuis ses débuts en 2014, ce guerrier des rings n'a cessé de croître, chaque victoire renforçant sa légende naissante. Il n'a pas seulement battu ses adversaires, il les a domptés. Tony Yoka, Jorge Vazuski, Jared Anderson, etc. Tous sont tombés sous le coup de ces titans aux allures modestes. Bacolé frappe avec la force d'un homme qui sait que chaque combat est un pas de plus vers la gloire, mais aussi un hommage à ses racines, à ce Congo qu'il porte en lui. Pourtant, malgré le palmarès digne des grands, le porte des titres mondiaux semble s'obstiner à rester close. Mais Bacolé avance, imperturbable, comme un lion traquant sa proie, sûr de son moment, de ce jour où il grimpera enfin sur la plus haute marche du podium. Mais une chose est certaine, que tous les adversaires qui croisent le colosse congolais ne s'en sortent pas vivants. Nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suivi cet élément réalisé par Samuel Moutouni. On va débuter notre émission avec Grâce Diakoubama. Martin Bacolé qui nous surprend une nouvelle fois avec une victoire arrachée avec manière parce que c'est aussi un KO. Ça sera son 3e KO d'affilée. Énorme, une sacrée performance de la part du Congolais Martin Bacolé qui fait vraiment parler de lui en ce qui concerne la boxe. Ouais, et pour moi, Bacolé reste un athlète, un boxeur, un pugiliste irréprochable sur le ring, hormis son comportement extra-sportif. En tout cas, sur le ring, il reste irréprochable. Et le défi qu'il a relevé aux États-Unis, je pense que beaucoup ne pariaient pas sur la victoire de Bacolé. Mais Bacolé a déjoué tout le pronostic parce que si on regarde le statistique de son adversaire, il y avait vraiment des arguments à faire valoir face à Bacolé. Mais Bacolé, très serein,
Bakole déterminé, Bakole avec beaucoup de volonté a réussi à déjouer le pronostic jusqu'à battre par KO son adversaire du jour. Je pense qu'il faut d'abord commencer par dire félicitations à ces Congolais qui ne cessent de faire la fierté de ces beaux pays et surtout en matière de la boxe. Vous rappelez, comme moi, au niveau des Jeux Olympiques, on a suivi comment Marcela Sakombi, Brigitte étaient éliminés dès le premier tour. Mais de l'autre côté, au niveau de la boxe professionnelle, on a un certain Martin Bakole qui porte le drapeau congolais au niveau des États-Unis. Donc, c'était un combat qui nous a régalé comme pas possible, puisque Bakole ce jour-là était comme dans son petit jardin, un 5e round seulement pour mettre KO son adversaire du jour. En tout cas, félicitations à lui et bon vent qu'il reste ainsi. Et moi, ce qui me fait plaisir est que le gars a maintenu le cap. 4 combats avec 2 victoires, avec manière contre Yoka. D'abord Yoka, après il y avait Hulk, l'Ukrainien. Déjà, c'est contre Hulk, c'était facile. Et après Takam aussi. Et il a récidivé contre l'Américain. Donc je pense que Bakole est vraiment, il reste comme son comportement sur le ring, c'est le comportement de vrai champion. Et surtout, il a ça dans sa tête, le classement, ce qu'il représente au niveau du classement mondial. En tout cas, c'est vraiment un boxeur de classe mondiale. C'est vraiment un boxeur de classe mondiale. Martin Bakole, qui, lors de ses 4 derniers combats, comme Grace vient de les souligner, face à Martin Bakole, c'était une victoire sur décision. Face à Ior, qu'on appelle Hulk, c'était un TKO, KO technique. Face à Carlos Takam également, un TKO, KO technique. Et également face à Jared Anderson, un KO technique. 3e victoire d'affilée par KO. Énorme. On va dire, il a vraiment évolué. Il a évolué avec les sparring surtout, avec lequel il livre avant chaque combat. Je dois le rappeler ici que Martin Bakole s'est habitué à travailler 2 fois avec des boxeurs de haute facture, à l'instar de Tyson Fury. Ils font des sparring. À chaque fois, ça permet à ce qu'il soit dans son assiette pour bien aborder ces combats. Et surtout que quand vous regardez le style Bakole t'attaque avec une fatale de coups, avec des uppercuts. Il est vraiment intéressant avec ça. Il s'est très bien enchaîné. Et donc, c'est vraiment ce côté-là, cardio surtout, il est résistant. Il s'est enchaîné son adversaire pour ne pas lui chercher jusqu'au 10e round, parce que lorsque vous arrivez au 10e round, des fois, il y a de séquelles de fatigue qui s'affichent. Des fois, ce sera par décision d'arbitre, que des juges, plutôt que le match ou soit le combat devrait être décidé. Donc à ce niveau-là, on doit saluer cette force de frappe de Bakole, cette envie-là d'aller chercher l'adversaire après 5 rounds. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Quand vous voyez face à Hulk, c'était après 6 rounds. Vous voyez face à Takam, c'est après 4 rounds. Et contre Jared, c'est après 4 rounds. Donc il y a une nette évolution. Donc le gars a travaillé dur pour vraiment caser un peu son timing dans le combat. Donc c'est cette spécificité là. Moi je dis qu'en ce moment ici, on doit dire que Bakole est outillé pour aller chercher des boxeurs qui sont vraiment placés comme des challengers sérieux. Ouais, on va dire c'est le moment pour lui, c'est le moment de quitter le statut de sparring au statut d'un vrai adversaire qui veut conquérir ces niveaux mondiaux de la boxe. Ouais, bien sûr, parce que déjà quand vous gagnez Jared est représenté actuellement comme l'espoir, c'est-à-dire la pépite américaine. Il était sur une série de 17 combats sans aucune défaite. C'est sa première défaite contre Bakole et c'est quand même énorme. Et après ça aussi, il faut voir maintenant qui est-ce qui peut accompagner Bakole pour aller chercher le combat de cette taille-là, parce que vous savez, dans le monde de boxe, c'est pas comme le football. Le football, c'est, voilà, il y a des confédérations qui organisent des matchs, mais la boxe, ce sont des promoteurs qui viennent solliciter le combat pour 2 pointures. À l'instar de Bakole, actuellement, je pense qu'il peut s'asseoir sur la table avec le gars tel que Tyson Fury, par exemple. Je sais que Fury, c'est vraiment à la sommité. Il est bien pistonné par des promoteurs. Il a toute une image derrière lui. Mais Bakole aussi s'est créé une image déjà. Dans WBA, c'est lui qui est
qui est au premier déjà sur ce classement-là. Il a 2 ceintures aussi qu'il garde, obtenues après son combat face à Jared. Donc, il a tout pour chercher des combats plus lucratifs. Parce que vous savez, quand il gagne ses combats, il ne gagne pas une belle somme d'argent. C'est à peine 200 000. Donc, c'est pas aussi intéressant que ça au vu de ce que représente Bakole dans le monde de boxe. Donc, il doit aller maintenant chercher son image, travailler moi sur son image déjà grâce à un Penglet. C'est que il travaille avec les Écossais, bien sûr, mais je me dis que les revenus, que les grands mécènes viennent frapper à la porte de Bakole. Pourquoi pas, lui aussi doit faire ce premier pas dans le sens d'exiger plus de ce combat. Parce que, vous voyez, un gars tel que Francis Ngannou qui à peine vient entrer dans le monde de la boxe, ben, vous savez, son combat face à Fury, je crois, ça lui a coûté au moins 10 millions de dollars. Vous voyez, il venait de l'UFC, mais quand il entre dans la boxe, il fait plus que celui qui était dans la boxe depuis, surtout la boxe professionnelle, la boxe anglaise, depuis 4 Oui, c'est l'Arabie Saoudite d'ailleurs qui est derrière tous ces combats. Même les duels Bakole, c'était en sous-carte d'un duel de Walter, je crois, j'ai oublié les noms de ces 2 boxeurs. Donc, ce sont les Saoudiens qui ont organisé ça. Donc, je dis que en ce moment, Bakole doit maintenant travailler sur ça parce que, vous savez, dans le monde de la boxe, quand tu te fais une place de choix comme ça, faut se pérenniser et il y aura maintenant de boxeurs qui viendront te chercher. Vous voyez un peu, il y a des gars tels que Anthony Joshua et il y a Wilder par exemple. Il doit aller crescendo, mais chercher les adversaires à sa taille. Avant ces combats, Bakole et Jared Anderson, le statistique s'est présenté de manière suivante. Bakole 21 combats pour 20 victoires, dont 15 par KO et une seule défaite. Par contre, Jared Anderson avait réussi à livrer 17 combats pour 17 victoires, 15 par KO. Et là, c'était la première défaite infligée à Jared Anderson. Martin Bakole a réussi lors de ses 4 derniers combats, parce que ce sont les combats qui ont fait en sorte que le monde entier s'intéresse à lui. Lors de ses 4 derniers combats face à Yoka, Ior, Takam et Jared, il a réussi à infliger la première défaite à 3 adversaires. Tony Yoka, Ior, et maintenant c'était au tour de Jared Anderson de perdre pour la première fois face à Martin Bakole. C'est lui qui détrône maintenant le champion. Voilà, c'est lui qui détrône le champion, comme vous l'avez dit. C'est sa manière de faire. Hein. Sa manière de faire, c'est une motivation pour lui. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui n'a connu aucune défaite, et pour Bakole, c'est une motivation de plus pour quand même renverser la tendance, bouleverser les choses, et après prendre la ceinture et le ramener à Kinshasa. Donc c'est une motivation pour lui. C'est quelqu'un qui est déterminé à aller vers le défi. Et moi déjà, je l'ai remarqué. Bon, avec surtout avec les 2 combats, quand on prend contre Yoka, il y avait plus de visibilité. Et on prend aussi contre Jared Anderson. Face à Anderson aussi. Et même face à Takam, parce que c'était avant le main event. Takam, oui, mais voilà, parce que le main event, c'était le plus grand combat. Et maintenant, les Congolais suivaient aussi de près ce qui se passait. Le monde entier d'ailleurs. Voilà, pourquoi pas aussi, parce que ce sont les détombeurs de Tony Yoka qui se rencontrent. Donc, le monde avait un œil regardant aussi dans ces combats. Mais si on parle peut-être de Ior, imagine Ior, c'était sa toute première bataille en professionnel. Lui qui n'a perdu aucun combat au niveau des amateurs. Il n'avait pas assez des concurrences contre Bakole. Déjà, Bakole partait favori. Mais attention, pour les 2 combats, quand on parle de Tony Yoka, les Français pariaient sur Tony Yoka. Parler de Tony Yoka, lui qui n'a jamais perdu, il est champion olympique, je pense en 2016, du côté de Rio de Janeiro. Et contre Anderson, c'est lui la pépite, c'est lui le chouchou des Américains. Il représente la relève de la boxe américaine. Et Bakole, le maître, il vient vous dire votre champion, c'est pas le vrai champion. Voilà. Moi, je peux le battre. Et on l'a vu, il a un message, il le retourne encore au niveau de la salle de sport.
pour s'entraîner mieux et revenir peut-être pour un match retour parce que ce qu'il a vu sur le ring, c'était pas lui, la relève de la boxe américaine. Donc il mérite beaucoup Bakole. On a trop à dire concernant Bakole parce que voilà, avant que Genovic puisse parler, je pense que aujourd'hui la RDC doit prendre de leçons sur les différentes victoires de Martin Bakole pour s'attirer de son image et permettre au pays de Lumumba de relever son niveau en ce qui concerne la boxe. Parce que avec l'image de Bakole, avec l'agenda qu'a Bakole aujourd'hui, la boxe congolaise peut attirer des managers venir détecter des talents surtout ici ceux qui sont en amateur. Non, ça doit être un projet national parce que Bakole aujourd'hui, c'est une brèche ouvrable, bien sûr. Bakole, c'est un produit que les Congolais doivent vendre. C'est un produit vendable. On doit détecter les combattants. Oui, Martin Bakole. Non, mais oui. Martin Bakole, s'il est aujourd'hui, c'est qu'il est. C'est grâce à ce qu'il a réussi en Afrique du Sud. De son frère, bien sûr. Mais lui, il a travaillé. Il est là pour baliser le chemin quand même. On ne refuse pas ça. Papa, il y a toujours eu Lumumba avant pour l'indépendance. Aujourd'hui que la RDC c'est un précurseur. Indépendante. D'où Bakole a souffert au début de sa carrière. Aujourd'hui, il est dans une période de gloire. Ça peut servir aussi au pays. Ça doit être un projet. C'est naturel. Ça doit être un projet. Est-ce qu'il y a des bons rings? Mais c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a de meilleures conditions d'entraînement? Vous avez épinglé, je sais pas si c'était vous, Grâce, vous avez épinglé Marcella Sakobi. Est-ce que, en âme et conscience, vous vous dites que cette dame-là est allée aux Jeux Olympiques tout en ayant bien réussi sa préparation? Puisque si c'était le cas, on aurait pu vivre, on n'aurait pas pu voir ces non, je pense pas qu'elle a réussi, voilà. Qu'elle a réussi c'est aussi une tribune pour montrer que la RDC c'est un pays de boxe. Normalement, oui, normalement. Mais là, c'est la boxe amateur. Ce qui me fait mal, Bakole, on voit que le panneau publicitaire, il est félicité par le ministre de Sport, mais est-ce qu'il y a un projet autour de Bakole au niveau du ministère de Sport, y compris la fédération de boxe? Parce que aujourd'hui même Bakole, entre Bakole et la fédération de boxe, ça passe pas. Le courant ne passe pas entre les deux parties. Parce que Bakole avant était parti prendre l'argent seul. Vous vous rappelez de la fameuse histoire des $100,000, Mouchachino, maintenant lui voulait que la fédération voulait qu'il soit adjoint en donc, ça. C'est les moments que la RDC un match que puisse savoir que comment il s'appelle, le promoteur Don King qui est attaché à son frère, Bakole avait refusé un combat comme ça a un tout petit peu frisé relation avec exactement. Donc on doit comprendre que Bakole c'est un produit que la RDC doit vendre. Oui, il est arrivé là où il est, c'est parce que d'autres personnes ont cru en lui, ont cru à la volonté qu'il avait, ont cru aussi à la détermination et sa façon de boxer sur le ring. Aujourd'hui, ça fait de lui quelqu'un, mais je pense que derrière Bakole, la RDC peut sortir des Bakole, donc peut-être 150 Bakole qui peuvent aussi vendre l'image de la RDC positivement. Donc, ça doit être un projet pour aider notre pays. Genovic Lumbenadio, Martin Bakole et Jared Anderson, on a vu clairement les niveaux de Martin Bakole, même si les Américains ont un tout petit peu parié sur la victoire de Jared Anderson, mais du début jusqu'à la fin, Martin Bakole a dominé la rencontre. On a eu l'impression de voir Martin Bakole combattre un boxeur, un pugiliste de très bas niveau. De très bas niveau, oui, parce que visiblement la domination était Jared n'était pas dans son assiette, parce que quand vous voyez comment est-ce que Bakole est là, il a sous-estimé du ring, vrai que donc le gars a croisé vraiment plus dur que lui. Et je dirais aussi ce côté-là par rapport à la surestimation, le poids médiatique, surtout le poids de la nation, a beaucoup pesé sur le jeune. Il n'a que 22 ans, mais le poids qui accompagnait ce combat-là était aussi fort que lui. Voilà, il combat un Bakole qui a 31 ans. Le quart aussi en termes de poids. Bakole, je crois, il nage dans de non-antennes. Et ça joue aussi, de point de vue physiologique, physique, morphologique, vrai qu'il y a un écart, Bakole est un peu robuste, lui ils sont tous des poids lourds. Il a combattu des athlètes au gabarit de Bakole, il les a mis KO. Bien sûr, c'est aussi une surprise de combattre Bakole. Oui, bien sûr, c'est pas une surprise, mais vous verrez que en termes d'endurance, Bakole est vraiment beaucoup plus outillé que lui. Ça s'est vu même sur le ring, vrai qu'il y avait vraiment un écart et Jared doit travailler comme Bakole l'a dit. Mais je vais un peu rejoindre ce que Grâce a dit, c'est important parce que vous voyez aujourd'hui, vous avez un Bakole, mais Bakole, c'est toute une image. Je parlais d'aujourd'hui ce que Bakole doit faire pour bien se vendre.
voyez, la table sur laquelle s'assoit aujourd'hui Bakole, c'est pas n'importe qui y est. Donc, il est parmi les meilleurs poids lourds du monde. Donc, on doit profiter de cette posture-là pour s'attirer de mécènes, des promoteurs qui se respectent. En off, ici, on parlait d'un certain promoteur de la place aujourd'hui qui nous organise des combats. Bien sûr, entre guillemets, pour la solidarité dans l'Est, des histoires machin, mais vous verrez que ces combats-là n'ont visiblement pas beaucoup d'impact en termes lucratifs et surtout en termes de performance des athlètes locaux. Vous verrez que nos athlètes brillent que sur le plan national. Lorsqu'ils s'exportent dans des compétitions de la zone 4, ils dominent. Vous verrez que à peine de certains athlètes, certains pugilistes commencent à gagner le championnat d'Afrique, à l'instar de Marcella qui a enchaîné à 2 reprises. C'est vrai que quand ils doivent aller titiller le haut niveau, les JO, ils n'arrivent pas à percer les plafonds verts. Donc, aujourd'hui, si il y a des promoteurs qui viennent derrière Bakole pour venir apporter l'argent, pas que, mais aussi apporter en termes par exemple d'équipement, c'est important parce que si vous voyez les équipements avec lesquels nos athlètes boxeurs travaillent, c'est pas vraiment adapté. Hein, je veux qu'on reste vraiment dans ces combats Bakole contre Jared Anderson, mais on va dire que Bakole n'a pas eu assez de moyens de préparation comme Jared Anderson, mais quand même c'est un pote à Joshua, c'est un sparring de Fury, c'est le petit frère de Ilunga Makabu, c'est aussi un avantage. Même sans argent, il peut mieux se préparer, surtout qu'il a assez d'expérience pour avoir servi de sparring partenaire au grand du monde. Vous avez tout dit. Déjà, Bakole ne venait pas dans ce combat comme étant un athlète qui veut se vendre. Il s'est affirmé. Donc, ma préparation, bâclée ou pas, déjà, il avait ce qu'il avait dans le corps et donc il voulait à tout prix prouver que, voilà, il vaut ce titre-là du premier au niveau de WBA. Donc, je me dirais, vous avez dit qu'il fait des sparring avec Joshua, Fury et autres. Ça lui a servi aussi de tremplin pour lui mettre dans le bain parce que vous verrez que c'est pas n'importe qui titille de boxeurs de leur trempe. Donc, c'est très important pour l'issue de ce combat. Ça a joué beaucoup dans ce combat. Je me suis dit aussi dans un coin de la tête de Jared s'est dit, voilà, je suis face à quand même Bakole. Bakole, c'est qui? Bakole, c'est un pote à Joshua. Il est avec Fury à tout moment. Donc, ça jouait aussi. Donc, je me dis que Bakole était venu avec une tête, comme le disent les Anglais, un mindset aussi reboosté que ça, qui a vraiment beaucoup joué dans ce combat. Je me dis que préparation ou pas, Bakole voulait à tout prix c'est vendre. Il a bien dit, même après son combat, que le monde entier a vu que je suis devenu aujourd'hui le boxeur le plus redouté. C'était ça l'objectif. Il voulait à tout prix monter sur un nuage où tout le monde va commencer à les craindre. À défier Usyk, à défier Tyson Fury, Anthony Joshua. Est-ce que vous Usyk, je dirais, bon, je veux pas en tout cas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. C'est une question. Mais Usyk que j'ai vu contre Fury, je pense que Bakole doit encore aller mollo, s'il vous plaît. N'allons pas vite en besogne. C'est pas juste une question. N'allons pas vite en besogne avec Bakole. Il est bon, bien sûr, il les affronte dans des sparring privés en termes de préparation, mais lorsque ça part pactoles, lorsque ça part l'argent, on verra qu'il y a d'autres choses qui viennent. Il y a aussi les faveurs de juges qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de paramètres. Je dis que pour ce moment, il doit d'abord partir step by step, étape par étape. Je dis que l'adversaire qui sera favorable pour Bakole, pour qu'il s'affirme encore, je dirais c'est Wilder. Qu'il part d'abord avec lui, et si on voit vraiment Bakole sortir le grand jeu contre lui, il peut chercher Joshua, il peut chercher Fury, mais dans ce cas précis, c'est pas lui qui cherche, ce sont les promoteurs qui accompagnent. Donc il y a beaucoup de choses dans la boxe. On va donner la parole à Grace, quelques secondes, 45 secondes pour nous dire, est-ce que vous pensez que Martin Bakole est à présent prêt à défier le grand de la boxe, Fury, Joshua, Wilder, comme l'a dit Usyk aussi, c'est lui qui vient de détrôner Tyson Fury, qui a infligé la première défaite à Tyson Fury. Est-ce que Bakole aujourd'hui, on peut dire qu'il est prêt, même au stade de martyr, à affronter l'un de ces grands de la boxe? Sportivement,
Moi, je dirais oui, parce que voilà, ils sont tous de boxeurs, poids lourds et autres. Mais bon, quand on parle des grands comme Fury, Usyk, Wilder, ce sont des boxeurs qui ne viendront pas boxer contre Bakole parce que voilà, déjà, vous venez de le dire ici, Genovic l'a dit, 200 000 balles empochées après avoir battu par KO Anderson. Qui a gagné plus. Déjà, c'est $200 000. Et quand vous rencontrez Usyk, Tyson Fury, ce sont de millions. Ça parle de millions. Des centaines de millions. Des centaines de millions. Allez, vous voyez, centaines de millions. Et puis ici, il y a des milles. Donc, c'est pas vraiment leur niveau sur le plan pécuniaire. Mais sur le plan normal, sportivement parlant, je pense que il a le niveau parce qu'il est déjà là et il leur sert de sparring partenaire et autres. Moi, je pense que Bakole a encore sa chance, mais il faut qu'il y ait vraiment des vrais promoteurs pour l'accompagner à aller titiller ces grands boxeurs. Merci beaucoup, grâce Diakoubama. On va refermer cette page Martin Bakole avec le stade mis à jour de ces pugilistes congolais. 22 combats, 21 victoires, 15 par KO. Et une seule défaite. Martin Bakole est l'actuel champion parce qu'il a arraché 2 ceintures à Jared Anderson, le champion du monde WBO et le champion des États-Unis d'Amérique. On va tourner la page boxe pour parler à présent de l'AS Vita Club de Kinshasa avec le nouveau vent qu'il y a dans cette formation. On suit cet élément signé Samuel Moutoni et on se retrouve juste après. Un tourbillon de changements agite l'ASV Club cette saison, marqué par des départs massifs et des recrutements étrangers à hauteur de 70%. Les nouvelles recrues, telles des promesses incertaines, arrivent avec des espoirs et des doutes. Toutefois, des questions brûlantes se posent. Si Amadou Diaby, figure de ce changement, partait, quel visage aura l'équipe? Les nouvelles têtes seront-elles suffisantes pour transformer les épreuves passées en un succès futur? Au-delà de la fougue d'un début de saison, l'incertitude plane également, mêlant espoir et appréhension. Les premières performances seront les révélatrices de cette audacieuse métamorphose. Le public, suspendu à ce suspense, attend de voir si ce nouveau chapitre sera une époque triomphante ou une désillusion amère. Le mystère de cette saison ne se dévoilera que les jours à venir, sous les regards impatients de supporters. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous changeons de chapitre de la soirée. Nous avons dit au début de l'émission que nous allons couvrir votre soirée en matière de sport comme une pleine ligne. Et voilà, nous sommes là. Nous allons parler de l'AS Vita Club à présent. Mon PPACK, on va le dire comme ça. Vita Club avec les Turcs qui sont là, avec son nouveau président Amadou Diaby, le président qui veut changer les choses dans différentes situations, dans différents secteurs. On va en parler avec nos deux invités de ce soir, grâce à Obama et Genovic Lumbwe-Nadio. Grâce, je vous donne la parole en premier parce que ça faisait très longtemps. On a organisé plusieurs émissions ici, on a décrier la façon de gérer de Madame Bestine, décrier la façon de gérer les systèmes de communication de l'AS Vita Club. Mais aujourd'hui, on est censé dire que les choses ont changé. Vita Club a communiqué sur ces éléments de transfert. Vita Club a présenté ces éléments. Après même les vacances de ses pensionnaires, Vita Club a organisé de l'accueil à la hauteur de ses joueurs. Nous ne savons pas encore dire dans quelles conditions ces joueurs vivent. Est-ce que leurs contrats sont respectés? Est-ce que leurs contrats sont enregistrés? Est-ce qu'ils sont traités de la manière dont on voit sur les réseaux sociaux, mais également sur le plan communicationnel, sur le plan de réseaux sociaux? On sent que Vita Club veut s'affirmer et s'imposer comme l'un des grands clubs en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que Vita Club va refléter cette image même sur le terrain? Déjà, si vous êtes à l'extérieur du pays, vous suivez tout ce qui se passe au niveau de l'ASV Club actuellement, vous allez vraiment applaudir cette équipe-là, le fort ou les efforts consentis par le comité actuel dirigé par Amadou Diaby. On voit vraiment la bonne image qui représente ces grands clubs de Kinshasa et sa façon de communiquer prouve à suffisance que vraiment Vita Club c'est un grand de la République démocratique du Congo. Donc moi je suis
toujours sur les réseaux sociaux pour suivre tout ce qui se passe avec l'ASV Club de Kinshasa. Il faut d'abord commencer par féliciter et rentrer, voir tout ce qui a été réalisé en termes de mercato, première séance d'entraînement, avec la présence du public. Tout ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais bon, voilà, étant analyste, moi, je pense que on peut féliciter pour les efforts consentis par le comité, mais il reste encore une autre étape à franchir, c'est-à-dire prouver, c'est là sur le terrain, mais d'après ce qu'on a vu, on sent que il y a une vision, c'est une équipe qui veut aller loin, mais éternelle reconstruction, ça aussi ça peut casser le rythme de l'ASV Club de Kinshasa. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais pour tout ce qui a été déjà fait pour l'instant, on ne peut que féliciter le comité Amadou. On ne peut que féliciter le comité Amadou Diaby qui a présenté 28 joueurs au Stade Raphaël de la Kétule, 10 joueurs congolais, 3 ivoiriens, 2 joueurs burundais, 2 joueurs maliens, 2 joueurs burkinabés, 2 joueurs camerounais, 1 joueur français, 1 gabonais, un béninois, un mauritanien, un comorien. On va dire que l'AS Vita Club est devenu le continent. Les continents d'un club. J'emprunte la diction de nos frères du Cameroun, les continents. Voilà, je me dis que il y a tout dedans. Ouais, il y a tout dedans. 11 nationalités. 11 nationalités aujourd'hui. Sans oublier le président qui est un Guinéen. Ouais, c'est un Congolo-Guinéen. L'administration qui appartient maintenant aux Turcs. Donc c'est une Marocain. Donc c'est une équipe. D'ailleurs même les kinésithérapeutes, je crois, c'est aussi. Il y a un Sud-Africain. Il y a partout. Non, le Sud-Africain, il est parti. Il y a un Tunisien, donc c'est une équipe mixte, hybride. Donc l'ASV Club de cette saison va nous présenter plusieurs visages, plusieurs figures que nous-mêmes, journalistes, on va découvrir parce qu'on doit se dire les choses en face. Perso, je ne sais pas retracer 5 joueurs des clubs. Bien sûr, excepté Héritier Louvumbu parce qu'il est parmi de recrues. Je sais, Louvumbu représente ce qu'il est. Il y a également les anciens. Ono, le portier gabonais. C'est pas le Ono le vieux. Non, c'est le Ono il était tout récemment à l'équipe nationale gabonaise. Non, c'est pas cet Ono. C'est pas cet Ono là. Le Ono là, c'est les Didier. C'est pas les Didier Ono. Le Didier a déjà raccroché les crampons. Donc, c'est un autre Ono qui apparaît aujourd'hui, qu'on va découvrir ensemble. Et donc, l'ASV Club a des ambitions purement, je dirais, fantaisistes, je vais le dire comme ça, parce que je sais pas pourquoi vous faites un tel recrutement pour embellir, voilà, les réseaux sociaux, faire voir aux gens que vous avez vraiment cette envie-là d'aller loin et titiller. Et même ce qui fait mal, c'est d'écouter les coachs Adeslam ou Adou dire que voilà, son équipe n'est pas encore prête à faire de matchs de ce grand sparring. On va prendre ces propos, on va discuter, on va analyser ces propos. Je veux effleurer ça se comprend aussi par le simple fait qu'ils ont pris beaucoup de temps dans le recrutement. Je me dis que c'était vraiment pas bien, là c'est mon avis, de vraiment toucher le recrutement pendant une période comprise entre entre juillet et vous avez frôlé même le mois d'août, donc ça fragilisait même même les temps de faire rapatrier les joueurs, venir les loger ici à Kinshasa et tenir des séances d'entraînement pour créer l'harmonie, créer la cohésion, créer l'homogénéité, les relations, tout ça prend beaucoup. Et je me dis que Amadou Diaby dans sa politique devrait, pour moi j'estime, miser sur les mêmes joueurs avec qui ils ont fini la saison, pas tous, mais partir par exemple avec des gens qui sont volontaires. Moi j'ai vu dans cette ASV Club des joueurs comme Kikabu Shikira. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a mis à la porte, mais c'était un gars volontaire. À chaque fois qu'il montait sur le terrain, il manifestait de cette envie-là de venir apporter les seconds souffles. Vrai, dans le match contre Mazembe, Kika était vraiment presque sur toutes les phases de jeu. En attaque, surtout dans les phases offensives, il était en train de se mouvoir. Contre Renaissance, dans la phase classique, c'est lui qui a marqué, c'est lui qui donne même, qui est dans la construction du but de Piana Monzizi. Donc, ce sont des gars qui pouvaient aussi grandir, des gars en situation qu'on pouvait garder dans l'équipe. Mais l'ASV Club a opté pour cette libération-là massive, ce qui va pas aider l'équipe en début de saison parce que vous avez déjà dit qu'on va entrer dans le discours du coach Adeslam. On entre directement dans son discours, le fait de dire maintenant que le club n'est pas prêt à jouer la Super Coupe, mais
qu'est-ce que nous on a à voir là-dedans? Veclub est censé être une grande formation et une équipe prête. Ouais. C'est cet entraîneur qui est venu, qui a trouvé Vita Club à un niveau, qui a dit qu'il n'avait pas les niveaux de jouer la Ligue des Champions de Titi Mazembe au niveau des playoffs. Il arrive, il dit que non, on doit jouer la Coupe du Congo. Il a fait vivre à l'AS Vita Club, c'est qu'il n'a pas vécu il y a plusieurs années. Il vient dire maintenant que Vita n'est pas prêt à jouer la Super Coupe. Et est-ce que Vita est prêt à entamer la nouvelle saison? Est-ce que Vita ne va pas réclamer le report de la saison qui va commencer bientôt là? C'est plus que prévisible en fait. L'ASV Club a préparé le concours des circonstances à venir. C'est triste parce que vous avez bien dit que une équipe l'ASV Club n'a pas droit à l'erreur. C'est comme le Barça, c'est comme le Real. Vous devez assumer les conséquences de vos choix. C'est ça le football de haut niveau, surtout pour des équipes qui se disent grands entre guillemets. Donc V-Club et V-Club. Donc vous ne pouvez pas dire que on va venir parce que on a des joueurs qui viennent à peine de découvrir ce championnat. Mais vous, écoutez, ce sont des joueurs que vous nous avez présentés comme des superstars, des joueurs venus de Burundi, venus du Burkina, venus du Mali, venus d'ailleurs même de la France. Donc, ce sont des joueurs censés être de professionnels qui s'adaptent dans toutes les circonstances. Et donc, Adeslam Ouadou, je veux le dire devant la caméra aujourd'hui, il doit arrêter avec des excuses répétitives parce que il risque de s'exposer au lynchage. Permettez-moi ça, de supporters de l'AS V-Club parce que des supporters d'une équipe comme V-Club, ce sont des supporters exigeants. Eux, ils n'ont pas besoin des excuses. D'ailleurs, même si ça dépendait que des supporters, V-Club ne devait pas jouer la Coupe du Congo. Parce que V-Club, normalement, est habitué à jouer les 3 premiers rôles du championnat. Mais pourquoi ce genre de discours? Parce qu'on a vécu Est-ce que c'est les bons entraîneurs? Est-ce que c'est les bons entraîneurs? Parce qu'à tout moment, pour le moment, je trouve que Adeslam Ouadou n'est pas l'homme du moment. Il est très plaintif, Il est trop plaintif. Il est vraiment trop, je dirais, craintif aussi. C'est pas intéressant pour un coach d'une équipe comme V-Club parce que les adversaires tels que Mazembe se servent de ça. Ils vont dire que voilà, je vais jouer contre V-Club. V-Club a déjà peur de jouer le match de la Super Coupe. On vient, on marche au-dessus. Même des équipes comme les Daring Motema, mais qui à peine aussi connaissent le problème. Mais si ils jouent contre V-Club, je parie même que les Daring comme Motema peut tenir tête avec V-Club. Avec 14 joueurs. Non, on ne parle pas de Daring. Mais je dis bien, avec ce que V-Club nous propose, c'est comme, moi j'appelle ça du lait au chocolat. C'est trop beau pour être bon. C'est pas intéressant et c'est un danger. Vous aurez joué les interclubs de la CAF, vous risquerez d'être surpris par cette équipe sud-africaine, je crois. Ouais, ils vont jouer contre une équipe sud-africaine. Il va vous surprendre et vous allez crier à la trahison, vous allez crier Je reviens vers vous. Grâce Diakoubama, on n'est pas prêt à jouer la Super Coupe. Est-ce qu'il y avait lieu de tenir ce genre de discours? Normalement, non. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une saison où on est compétiteur. Si V-Club allait... C'est pas lui qui a demandé à ce qu'on fasse partir tous ces joueurs. D'ailleurs, même c'est une campagne qui était entamée avant. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est préparé même par la coordination. C'est pas lui qui avait demandé à ce que tous ces joueurs partent. Il a rendu l'AS Vita Club. C'est pas lui. Pas prêt. Non. On doit se dire des vérités ici, s'il vous plaît, Joyce. Gardez vos vérités. C'est pas Gardez vos vérités. Gardez vos vérités. Je reviens vers vous. Grâce Diakoubama. Allez-y. Ouais, comme je l'ai dit, normalement, l'entraîneur ne pouvait pas dire ça. Mais quand il a dit que non, le club n'est pas prêt pour jouer, ça c'est accusé directement le comité. Parce que c'est le comité, c'est une première erreur du comité. On n'arrive pas à s'imaginer que le comité, Amadou Diaby, a commis une erreur. Comment? On a fini la saison, je pense que c'était au début de mois de juillet. Parce que c'est au niveau de la Coupe du Congo, et le joueur en principe devrait avoir 2 ou 3 semaines des vacances et revenir. On n'a pas chronométré, c'est ça. On n'a pas chronométré, et du coup on a commencé à animer la toile sur le mercato. On a pris presque un mois pour parler que du mercato, alors qu'en réalité ces mercato là et ce joueur-là devrait être sur place, signé. Du coup, on commence avec les entraînements, la préparation et chronométrer aussi le niveau de la préparation de V-Club. Quand on évoque des raisons, quand on dit, par exemple, V-Club a un effectif de 70% remanié, V-Club, en cette période-là, que devrait jouer Mazembe un certain 17 août pour la Super Coupe, cette équipe-là va faire la période de la préparation physique.
C'est quand même non mais pour l'équipe, la saison est censée commencer vers cette période-là. En août. Mais si le club était programmé pour la Ligue des Champions, monsieur, pour le préliminaire de la Ligue des Champions. Voilà. Cette équipe-là allait s'en sortir comment? Vous avez vu? La saison dernière, raison pour laquelle VEC Club était éliminé de la compétition parce que VEC Club a lancé sa saison officiellement au mois d'août et c'était en 32e de finale face à Primeiro. Et il y avait une nouvelle équipe de VEC Club totalement remaniée, totalement changée par l'ancienne présidente de l'SV Club de Kinshasa. Ça c'est une suite logique en termes d'erreurs côté VEC Club. Donc il faudrait améliorer. Oui, on aime ce que VEC Club fait actuellement sur le plan communicationnel. Ça communique bien avec une très bonne équipe qui est là. Mais attention, au niveau du comité, là, moi je ne vois pas directement l'entraîneur. Moi je vois le comité. Amadou Diaby. Il fallait chronométrer tout cela parce qu'on sait qu'on va changer l'effectif. Déjà ça parlait. Ceux qui évoluent actuellement dans VEC Club ne feront pas partie lors de la saison prochaine. Je vous relance. Est-ce que le comité doit faire le travail de la direction technique? C'est l'entraîneur qui connaît. Le comité a son calendrier. Le comité savait qu'il devait jouer la Ligue des Champions et le VEC Club, de par son classement, devrait être exempté. Ça, c'était pas une surprise pour je vous lance, je vous donne la parole. Donc, tout devrait être chronométré et les staffs techniques, pas les staffs, la direction technique devrait nous dire le calendrier de la préparation de l'AS Vita Club. Lorsque vous dites que l'AS Vita Club a repris les entraînements, ça va faire plusieurs jours. Je dirais même 2 semaines. Non. 2 semaines. 2 semaines à peine. C'était une semaine avant la présentation. Donc nous avons consommé 3 semaines de préparation pour Vita Club. Le club n'a pas commencé avec la partie la plus importante, la préparation physique. On va se poser la question. En tant que normalement ça devait être le premier. En tant qu'ancien footballeur, en tant que quelqu'un qui a travaillé avec le club de football, est-ce que on commence je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font maintenant pour que la préparation physique arrive mi-août? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Mais s'il faudrait revenir en ce qui concerne la direction technique, le staff technique et le président, le comité. Quand on accuse le comité, on voit tout ça. On ne voit pas seulement Amadou Diaby. Non, c'est la direction technique. Là aussi au niveau du staff technique. Parce que on ne peut pas commencer la saison sans tenir une réunion. Et chronométrer tout ce qui va arriver parce que comme Genovic l'a dit, on présentait la Super Coupe du Congo dans la manière où on a vu l'organisation, bonne organisation de la finale de la Coupe du Congo. Tout le monde le disait que la manière dont la FECOFA a organisé cette finale de la Coupe du Congo, inévitablement il y aurait toujours la Super Coupe. Et surtout que c'est VEC Club qui va jouer contre Mazembe. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde va mettre la main dans la pâte. Mais déjà, en ce moment-là, vous communiquez de cette manière. Je pense que il fallait dire que simplement, on est toujours dans notre préparation et s'il y aura match, la FECOFA va le programmer, fouiller comme ça. Merci mais directement, beaucoup, à se vouer vaincu face à Mazembe, ça donne des arguments à l'adversaire. Merci beaucoup. Les gens de Mazembe diront à la fin que non, voilà, VEC Club avec le continent, cette formation a toujours peur de Mazembe. Merci beaucoup, grâce. Le continent. Nous vous avons promis de couvrir votre soirée comme une pleine lune. C'est tout ce qu'on est en train de faire à travers les analyses. Deuxième erreur, il y a encore un joueur de VEC Club présenté ces jours-là qui se retrouve actuellement au sein du tout-puissant Mazembe. Il était là lors de la présentation officielle. Mais il se retrouve à Futuka. À Mazembe. C'est la magie. C'est la magie. Nous avons dit on allait couvrir votre soirée comme une pleine lune. C'est ce qu'on fait avec les analyses de ce soir. Genovic Lumbuenadio. Je vous relance là où vous étiez limité. Vous avez dit que c'était le comité qui était à la base des départs massifs au sein de cette formation de l'AS Vita Club et c'était pas un choix de l'entraîneur. J'assume. Je regarde même la caméra pour ça. Pour dire que Amadou Diaby. À regarder la caméra. Bien sûr, parce que on doit se dire les choses en face, ils doivent nous voir. Amadou Diaby n'a pas aidé Adesam Ouadou. Normalement, si Adesam Ouadou était cet entraîneur, c'est pas lui qui tirait sur le joueur à tout moment. C'est pas lui à Ouadou qui tirait à tout moment. Non, c'est pas sur Ouadou. Ces joueurs. Ils n'ont pas de niveau. On n'a pas le mot. Vous savez, Ouadou était en train de faire un état de lieu. Mais normalement, Ouadou devait
travailler en fonction de profil qu'il avait besoin. Pas laisser tout en charge aux mains de Amadou Diaby qui a fait le recrutement ensemble, je cite, avec Distel Zola qui est aujourd'hui le manager du club, les directeurs sportifs du club. Vous voyez aujourd'hui... Le manager, il y a un directeur sportif. Non, c'est lui. Il assume le 2 pour... Le 2 Oui, il est directeur sportif et manager à la fois. Vous voyez aujourd'hui les joueurs qui te viennent de la France, un gars qui a plus de 34 ans. Mais s'il vous plaît, arrêtons s'il vous plaît. Ce gars-là, à Poko, je crois, il vient de jouer ici en RDC pour quoi? On a besoin de rajeunir l'équipe. En 2015, le Daring. En 2015, les gars, je vous lance, mon frère. En 2015, le Daring Club Motema Pembe s'est aussi servi de cette stratégie en ramenant le joueur qui venait de l'Europe, de la France, Martinique. Ça donnait une nouvelle. Ça donnait une nouvelle vie au Daring. Il avait à l'époque, je crois, 24 ans quand même. Et c'était le joueur qui avait le plus de niveau au sein du Daring Club Motema Pembe. Vous me parlerez pas d'un gars comme Parsemin, c'était pas n'importe qui. Il y avait Sonogo, c'est lui qui avait marqué le but contre Salif Keita aussi. Il y avait Salif Keita. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient quand même des niveaux valables. Mais vous amenez un joueur qui a 34 ans pour nous proposer quoi ici? Et le football congolais a ses exigences. C'est un football aussi physique. Vous avez des équipes comme Magné Maignon qui travaillent le physique pas comme possible. Et vous mettez des joueurs qui viendront découvrir le synthétique du Stade Tata Raphaël, découvrir l'ambiance du Stade Tata Raphaël et tout. Et ça va vous mettre devant le fait accompli. Il y a deux faits qui vont s'enchaîner. Et donc, Amadou Diaby et son manager n'ont pas aidé l'équipe, n'ont pas aidé Adesam Ouadou à atteindre ses objectifs. Moi, je pense que Adesam Ouadou, c'est mon avis. Il ne va pas réussir sa saison. Non. C'est ce que je pense que je vais enchaîner ma réflexion. Je pense que Adesam Ouadou était dans la logique de faire croître les performances de joueurs. Mais je pense qu'il n'a pas été aidé dans le sens de choix et de rivalité, je dirais un peu des égos qu'il y avait entre Amadou et certains cadres de l'équipe. À l'occurrence, je vois Issama qui est parti sur la Salette. Il y a eu de gars tels qu'Ebunga qui sont partis avec la même atmosphère. Il y a des Piana Mosini qui sont partis comme ça. Il y a de gars comme des gars qui pouvaient encore Eli aider. Banzou. Aujourd'hui, Eli, on peut tout dire. Mais si Vita, Amadou Diaby, je le cite, pouvait faire de son mieux parce qu'il est quand même, on va tout dire, il y a les Turcs qui sont là, il y a Milvest, le géant de la construction Milvest qui pouvait mettre de l'argent pour garder Eli. Eli aurait resté. Il a exigé de l'argent que Vita n'a pas voulu lui donner. Vous laissez partir Eli qui était votre maître à jouer, c'est lui qui était votre maître peut-être pas à voir là où il est pas. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, en Belgique, c'est quand même la Belgique. Quand tu brilles, tu auras d'autres horizons. On parle quand même de l'Europe. Allez-y rapidement, on tombe vers la fin. Très rapidement. Et donc, Amadou Diaby devait aider l'équipe avec ses choix. Laisser le choix technique aux entraîneurs. Parce que ce qui a même tué Mazembe à une époque, c'était ça. On voyait que le manager qui faisait presque tout. Et le choix de gars tels que Franck Douma n'était pas respecté. Et la conséquence, c'était quoi? Il y avait que des contre-performances. Miaï a connu le même cas. Et aujourd'hui, si Mazembe a quand même réussi, c'est parce que Lamine Diaye, en son temps, a fait ses choix. Donc, les entraîneurs il s'est imposé. Donc, je vois aussi en Adesam Ouadou les prototypes des Pamphile Miaï. Donc, un gars qui parle beaucoup dans le média, mais qui, en vrai, en interne, ne sait pas s'imposer sur les décisions de ses supérieurs. Merci beaucoup. Donc, c'est pas vraiment salutable. Lou Ombwe et Nadio, c'était le parole de Genovic Lumbwe Nadio. Nous pensons comme ça, Genovic Mboa aussi. Un confrère journaliste. Grâce au Obama. En 1 minute, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dites-nous un peu, est-ce que après tout ça, après le débâcle, après les départs, après les discours, on salue quand même l'organisation qu'il y a, on salue quand même les conditions qui sont mises à disposition de Ouadou. Je pense le confrère qui était présent le jour de la présentation, j'ai vu que vous étiez là, j'espère. Ils ont vu comment est-ce que les choses tendent à vouloir changer, à vouloir être bien, meilleur, de manière, je dirais, à être organisé de manière excellente. Mais est-ce que vous pensez que Ouadou, avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il passe, va réussir cette saison? Bon, s'il va réussir ou pas, moi je pense qu'il réussira au cas où c'est lui qui a battu son équipe. S'il a fait ses choix et que le comité l'a respecté,
ça, il va réussir. Mais si c'est seulement si, comme Genovic l'a dit ici, que c'est le comité qui est allé recruter à sa place, là, je pense que ça va pas réussir pour cet entraîneur-là. Lui, qui est toujours en train de couvrir son comité, on comprend, hein. Quand on travaille chez Innov, on est censé avoir une bonne image sur la maison. Mais attention, à chaque fois que vous gardez cela, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc, ça peut vous tuer un jour. Donc, c'est ce que Ouadou est en train de faire. Lui, il couvre toujours le comité V-Club, alors qu'en réalité, ce qu'il dit, il ne pèse pas devant le comité. Comme on a parlé des Lipanzou, on a parlé de pas mal de joueurs que V-Club pouvait garder cette saison et injecter aussi quelques valeurs sûres et faire un très bon effectif. Mais on a laissé des gars comme ça partir parce qu'on veut impressionner les mondes. Surtout les cas Iboaï, c'est vraiment ce qui fait mal. Un gars qui a beaucoup fait avec Kouya, il pouvait ajouter une plus-value dans l'équipe. Imagine ces gars-là. On te fait shipper. Merci beaucoup, grâce. Mais une chose aussi que je vais ajouter. Vous savez, non, permettez-moi quand même, je demande. Non, mais faites un effort de ouais, vite, actuellement, c'est comme une boîte à Pandore. Vous savez, avec le cas Milvest, il y a beaucoup de choses qui se rencontrent. On parle pas de la politique ici, mais je vous dis, les jours où Milvest, parce qu'il y a des histoires qui viennent de s'ouvrir avec Milvest, ces cadres ne travaillent plus dans le chantier. Non, on n'entre pas dans ces histoires-là. Restons dans le fait, restons dans l'espoir. Mais quand on reste dans le fait. C'est la même entreprise qui gère l'équipe. Quand on reste dans le fait, et que Milvest aujourd'hui, si Milvest est désolidarisé de l'ASV Club. De son contrat de 99 ans. Ça va sauter. Vous savez, les contrats que les joueurs de l'ASV Club ont signés, il y a des contrats genre de court terme, il y a des sommes qui sont faramineux qui vont accompagner le salaire de joueur. Mais après, ce sera quoi? On va retomber sur les mêmes habitudes, des contentieux au niveau de la FIFA. Voilà, on va encore faire la détection au niveau avant. Surtout, je suis en train de rigoler à un moment donné, en train de voir tous ces continents qui est chez V-Club, alors qu'on pouvait aussi recruter ici au pays. Vraiment. Il y a des valeurs sûres au niveau du championnat national. Ça peut vous coûter moins, mais il y a des valeurs sûres. Comme Magnon l'a fait. Mais bon, on veut appeler tous ces mondes-là ici au pays. On sait comment ça tourne. V-Club à peine venait de s'ouvrir chez la FIFA. Le Daring Club en paye le prix. Mazembe aussi en a payé. Donc avec V-Club, il fallait prendre de leçons en ce qui concerne le recrutement aussi. Ne pas le faire pour impressionner les mondes. V-Club a déjà recruté les étrangers à l'époque du Général Ami. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais on souhaite bonne chance à V-Club. V-Club qui est l'un des ambassadeurs de la République qui a aussi fait un meilleur recrutement. Voilà, qui a fait un meilleur recrutement en termes d'image. Merci beaucoup. Merci Genovic Lumbena. Merci à vous, Josh. Arrivé à la fin de notre émission, vous avez compris que nous avons fait un mois de trêve avec Samétiès Sport. Oui, on n'a pas abandonné cette rubrique qui vous donnait le plaisir à la fin de chaque émission. On va reprendre cette rubrique au début de la saison. Pendant que nous sommes en vacances, on prend également vacances pour cette rubrique. On va se retrouver au début de la nouvelle saison. D'ici là, portez-vous bien, madame, messieurs. On va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.